Je propose qu'on commence par un petit tour de table où chacune explique pourquoi c'est un sujet qui la touche, donc ce côté de la culture, de la beauté, de la dimension féminine, et dans quelle mesure ces thèmes-là vous semblent extrêmement importants pour la transition que vit aujourd'hui notre civilisation. Et puis Marianne, tu voulais proposer aussi une toute petite pratique. Est-ce que tu veux peut-être plutôt commencer par ça, puis on fait le tour de table après ou pas? Peut-être je dis une minute quelque chose. Oui. J'ai envie de dire que la beauté, elle est énorme quand elle vient de la laideur. Et vous l'avez entendu, je ne vais pas vous gonfler avec plus de choses difficiles que je vis en Bolivie et dans le monde. Et par rapport aux femmes spécialement, parce qu'en fait, on travaille en Bolivie, mais aussi en Congo, par exemple, où il y a eu 1 million de femmes violées et détruites, tous leurs organes détruits. Alors, on travaille avec les survivantes et on donne du microcrédit. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en fait, cette fondation Voix Libre en Bolivie est dirigée que par des femmes. Ça veut dire qu'il y a eu toute une évolution de cet esprit féminin à partir du cœur, des entreprises dans lesquelles les femmes, vous avez vu le bel artisanat, les femmes décident de leur modèle, elles les créent, elles les transforment, elles s'occupent du conditionnement, des étiquettes, du graphisme, elles sont propriétaires des outils de production, elles sont responsables des exportations jusqu'au quai du bateau. Imaginez. Et d'où est venu cet artisanat? Les premiers ateliers, c'était dans les ordures, avec des gamins de la rue qui étaient arrivés. Au lieu de se suicider ou les suicider, je leur ai dit, bon d'accord, on fait demain, s'il vous plaît. On va faire une boulangerie dans les ordures. Ah, ils m'ont suivi dans les ordures. Et c'est juste pour dire la puissance cachée derrière nos souffrances. À la limite, réjouissons-nous quand il y a des souffrances et des épreuves, parce que c'est cette transition qui va permettre cet avènement de la force du cœur. Mais peut-être c'est vrai, si vous voulez bien, je me disais autant que qu'on soit tous ensemble et unis avec le monde entier en 1 minute. Donc je vous propose 1 minute que vous regardiez juste votre voisin. Vous pouvez lui prendre la main si vous voulez ou le regarder, mais juste un regard de cette féminité du cœur, un regard du cœur ouvert. Voilà. Et puis vous regardez votre voisin, celui qui est derrière, dites-vous déjà votre prénom si vous voulez, mais regardez la beauté qui est dans l'âme de votre voisin. Juste vous laisser imprégner par la beauté qui est dans le regard de votre voisin. Pour être actif, bougez un peu votre corps, changez de place pour être à côté de quelqu'un, vous vous déplacez d'une chaise. Et puis vous dire j'offre la beauté de mon âme, je la laisse couler, j'enlève la barrière de ma timidité, et vraiment je regarde au fond de l'âme de l'autre. Puis après, vous êtes présentés si on fait silence. On arrête ensuite de se parler et on fait juste, en silence, on se raconte tout, juste dans cette intuition profonde, féminine. Dites avec vos yeux ce que vous n'avez jamais dit à personne, en silence. Et si vous n'avez personne, vous regardez au fond de vous. Au fond de vous, connectez-vous juste à votre beauté, illimitée, cette beauté, cette féminité, cette tendresse, cette intuition, cet esprit de silence, de méditation, d'entreprise profonde qui est la vôtre. Puis si vous n'avez personne, vous nous regardez, on peut se connecter avec vous. Hein.
Et imaginez l'entreprise extraordinaire qui peut venir de cette source dans laquelle vous êtes logé maintenant. Descendez encore un étage en vous, plus bas, plus profond, sous toutes les souffrances, les douleurs, comme si vous pouviez crever tout ça pour arriver tout au fond. La source de cette entreprise humaine merveilleuse que vous êtes. Sans limite. Doucement, on va revenir ici. Simplement pour illustrer que, avant toute entreprise, si on a un instant de silence ainsi, dans l'expérience de milliers de femmes en Bolivie, c'est ainsi qu'avec ces minutes de silence par-ci, par-là, qu'elles ont créé 450 nouvelles micro-entreprises et qu'elles se sentent unies, tout ensemble, et avec le monde. Voilà, et moi c'est vraiment une grande surprise. Merci, un grand merci que je puisse être là. C'est juste un grand cadeau avec ces magnifiques femmes qui bougent tellement de belles choses dans le monde et qui sont des inspirations depuis tellement longtemps pour moi. Alors aujourd'hui, ce que je pense qu'on peut apporter, c'est effectivement, moi je crois énormément à la femme. On est parti de l'âge du poisson dans l'âge maintenant de Aquarius Age, comment dire en anglais? Berceau, pardon. Et en fait, avec ça vient beaucoup plus de douceur. Et on sent les femmes, il y a quelque chose qui se passe avec nous. On fait des grands pas vers nos hommes et les hommes font des pas vers les femmes. Je crois que c'est vraiment très nécessaire pour qu'on grandisse ensemble. Et à la fin, de toute façon, il y a l'amour entre deux, il y a l'amour et qui nous unit tout. Et de toute façon, c'est la réponse à tout. Donc je crois qu'on doit s'ouvrir à l'amour et on doit s'ouvrir vraiment aussi à l'autre sexe. Je pense que c'est très important. Voilà, merci. Est-ce que tu veux juste présenter en 2 mots le but de ta plateforme? Ah oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Alors voilà, donc Seven Sky Life unit sous un toit tous les individus, les initiatives et les sociétés qui souhaitent contribuer à un monde meilleur et qui partagent les histoires qui les ont inspirés, qui les font grandir, des révélations. Et en fait, le but, c'est vraiment tous les jours qu'on lise des histoires qui font du bien, parce que quand on lit des histoires qui font du bien, on monte dans la vibration et on attire d'autres personnes dans la vie, d'autres événements, etc. Et en fait, on commence à vivre depuis la joie et pas depuis le doute et puis depuis ce qu'on a peur. Donc en fait, on va transformer comme ça le monde. Et quand on va commencer à se rendre compte qu'on est tous liés et tous connectés, et puis d'être ici aujourd'hui, combien de millions de choses il a fallu pour que je sois aujourd'hui là, quand on commence à se rendre compte de cette magie que la vie opère en fait au quotidien, on ne peut plus juger l'autre. En fait, on l'aime pour qu'il est, on voit sa beauté, on voit sa grâce, et on sait que lui comme moi, on est là pour la même chose. Tout le monde peut vraiment participer avec sa part. Seven Sky Life, aujourd'hui, j'ai choisi, donc c'est une part que j'apporte. Et maintenant, c'est à tout le monde ici, tout le monde, à venir nourrir avec vos dons et vos talents, en fait, cette plateforme qui aide le monde à monter en vibration. Et quand vous allez sur la page, sur la homepage, vous allez voir, il y a des petits fils. Et en fait, on dirait que c'est encore un peu tristounet parce qu'il n'y a pas beaucoup. Mais si on va avec la souris dessus et puis on commence à faire clac, 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 sur des petits points, il y a toute une lumière qui s'allume et puis en fait c'est plein de fils qui se créent, plein de connexions qui se créent et en fait toute l'image devient beaucoup plus claire. Et je crois que c'est ça, on va rentrer dans un monde de beaucoup plus de joie et d'amour. Merci. C'est très difficile de parler après tout ça, je suis très touchée. J'aimerais commencer aussi avec de la gratitude. Si je suis ici aujourd'hui, c'est déjà parce qu'il y a l'amour de la terre-mère derrière moi, qui m'a portée, qui portait tous les gens qui m'ont soutenue, qui m'ont aimée, qui m'ont inspirée. Et rien de ce que je peux dire à aucun moment
n'a pas été inspiré par quelqu'un d'autre ailleurs et par ce lien de cœur. Et ce qui est extraordinaire pour moi ici, c'est qu'il y a une grande multiplicité de visions différentes, de personnes différentes, et que je commence à connaître de mieux en mieux. Cette richesse, cette diversité, c'est quelque chose que je trouve extrêmement émouvant. Et je trouve aussi extrêmement émouvant de voir que oui, on commence à avoir des valeurs féminines qui peuvent prendre plus de place et que c'est agréable. Je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais moi j'ai beaucoup apprécié tout d'un coup l'arrivée de la bougie, des tissus, du son, du goût du jus de fruits. Ce matin, il y avait tous ces goûts qui étaient, ou tous ces sens tout d'un coup qui prenaient vie. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus la possibilité de développer. Et si on regarde ici l'architecture, par exemple, bon, c'est très fonctionnel, mais sans les fleurs, ça serait presque insupportable. Et plus, je pense, on peut aller vers quelque chose qui se relie à la nature, plus on va être nourri, plus on va être enrichi, et plus on va pouvoir exprimer notre joie aussi. En architecture en particulier, je ne sais pas pourquoi, il y a des formes qui ont complètement disparu ou qui ont tendance à disparaître totalement. Il me semble que l'ogive, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup. Et je pense que c'est parce qu'on a perdu le sens, en fait, de s'imprégner de la nature. On ne la voit plus qu'en tant qu'objet. Et on n'a plus vraiment assez de relations émotionnelles avec elle. Il y a évidemment beaucoup de gens qui vont embrasser les arbres, qui la voient, qui la sentent, qui la touchent. Mais je pense qu'on peut faire un pas de plus. Je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans notre relation à elle. C'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je vis dans une maison en fait qui est en pierre, qui est toute biscornue par la forme des pierres. Et quand je suis dans cette maison, je me sens beaucoup plus parfaite quand je me regarde dans le miroir le matin. Et à chaque fois que je me retrouve à nouveau dans une chambre d'hôtel bien carrée, bien froide, et que je me regarde dans le miroir, je suis toujours épouvantée par toutes les rondeurs que j'ai de tous les côtés. Bonjour, je suis aussi ravie d'être là. Pour l'instant, je n'ai pas encore grand-chose à dire. J'aime écouter. Non, Brunhilde, non. Non, Brunhilde, exprime-nous juste à travers ton travail cette notion, parce que tu as une grosse réflexion. Et ça, c'est un grand défaut des femmes, je précise, c'est que les femmes qui sont dans la dimension du féminin, elles ont malheureusement pris l'habitude de ne pas s'exprimer. Et non, mais globalement, c'est pas toi, Brunhilde, c'est globalement parce qu'on a mis en avant, on a mis en lumière soit les hommes qui étaient dans cette approche assez on y va, soit des femmes qui se mettaient à cette même énergie, qui étaient dans cette même dimension et cette même énergie. Et moi, je suis absolument convaincue qu'aujourd'hui, on a besoin d'ouvrir à autre chose et pas seulement à la maison, comme ça, en discussion, en soirée animée, mais dans les débats, dans les médias, dans ce qui se montre au niveau de la société. Il faut vraiment que les femmes elles aient leur place, mais aussi il faut que les femmes prennent leur place. Et donc, Brunhilde, ça me ferait énormément plaisir que tu exprimes aussi parce que tu es artiste, donc on parle de culture, on parle de beauté, on parle de dimension féminine, et on parle de société et où on en est aujourd'hui. Et ton travail, c'est justement d'apporter quelque chose à travers cet art et ces dimensions-là à cette société aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien que tu t'exprimes un tout petit peu dessus. Je vais reprendre sur ce que Marianne disait justement de la beauté dans la laideur. Quand on crée ou quand on est justement sur ce parcours de mettre en œuvre une œuvre, peu importe la matière avec laquelle on va travailler, je pense une chose qui fait que l'œuvre pourra être totale ou sera parfaite dans le pas qu'elle est, c'est de
de regarder même les chemins ou les courbes qui d'abord sembleraient pas justes, et qu'en fait il n'y a pas de juste ou de pas juste quand on fait quelque chose. Il y a juste une ligne à renforcer ou une ombre à accentuer peut-être, ou à faire que des éléments qui semblent au départ disparates se retrouvent et se rencontrent et dialoguent mieux l'un avec l'autre. Donc c'est, je pense, dans l'art ou dans l'art de faire les choses, c'est de savoir instaurer des dialogues plus fluides et plus souples ou plus colorés ou plus estompés entre les différents matériaux, les différentes courbes qu'on peut avoir dans une œuvre. Et donc la même chose dans l'œuvre d'une vie. Et qu'il n'y a pas un pas qui n'est pas juste, ou il n'y a pas... Peut-être qu'il y a une parole qui n'a pas été juste, mais qui peut être force d'appui pour être un tremplin vers un pas plus sublime. Donc, Merci. Et on l'applaudit. Bon, alors moi, avec tous ces regards, etc., j'ai perdu la question initiale, en fait. Alors, la question initiale, toi, tu vas répondre tellement bien. C'est dans cette transition de société qu'on vit, dans cette transition économique, dans cette transition... on la retrouve à tous les niveaux, de toute façon, donc on peut la développer sur tous les niveaux. Ces valeurs dites féminines, la beauté... qu'est-ce qu'on avait dit, la culture, enfin, toutes ces notions qui ont été mises de côté face à l'efficacité, face à la rentabilité, quelle place elles ont à jouer, comment toi tu les conçois dans ton modèle, dans ce que tu défends, dans ton travail, et quelle place tu leur vois aussi pour demain, et pourquoi elles sont essentielles notamment dans ton travail. En fait, moi je les ai découvertes. C'est toute cette place-là, j'ai découverte à travers la question écologique, où je suis arrivée à la question écologique par pur rationnel, en fait, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui m'émouvait vraiment, mes premiers combats, ça a été sur les famines qui ont apparu en Éthiopie, en Somalie, où là, j'étais au collège, j'ai fait toutes les classes en disant c'est pas possible ce qui arrive, on peut pas laisser ça, etc. Et donc c'était plutôt une dimension humaniste. Et puis après, je me suis rendu compte que la grande actrice du XXIe siècle, en fait, et du XXe, c'était la Terre. Et que la question écologique était la grande question du XXIe siècle, et que c'était complètement lié avec mes combats au départ plutôt humanistes. Et au fur et à mesure de découvrir le lien qu'on avait perdu à la Terre, en fait, ça m'a reconnecté à ma féminité. C'est avec mon combat écologique que du coup, j'ai eu le courage de m'exprimer. Alors j'étais très timide, et puis je me disais mais pourquoi je vais embêter le monde avec mon point de vue, il ne vaut pas plus qu'un autre, etc. Et c'est vraiment le fait de cette urgence qui m'a animée et qui m'a donné le courage d'oser me lever, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas beaucoup, les femmes, en fait. Je pense qu'on a la plupart, dans des conférences comme ça avec des femmes qui parlent de l'empowerment féminin, on explique comment on se surdiplôme pour dire un mot sur une scène, quoi, parce qu'on ne se sent pas légitime. On n'a pas d'exemple dans l'histoire, et donc on a peu d'exemples dans l'histoire qui nous sont donnés. Et on a peu de modèles. Et puis après, au fur et à mesure, donc, je me rends compte. Donc moi, j'ai travaillé, comme tu disais, sur toutes les. Après m'être énormément intéressée à l'état des lieux et avoir communiqué sur l'état des lieux, j'ai écrit notamment le film Home de Yann Arthus Bertrand, si vous connaissez, qui en fait exprime le lien à la terre, justement, et comment on l'a rompu. Et puis après, j'ai travaillé sur les solutions, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une économie de la beauté. Quand on remet des écosystèmes pour leur fonction, pourtant pour être productif, moi je suis une grande rationnelle au départ, donc je cherche du productif, je cherche de l'utile, et bien on remet de la beauté. Et puis cette beauté, elle fait venir les gens dans un quartier, puis ils se reparlent, et puis autour d'une tomate qu'on cueille ensemble, on va se parler. Et elle remet du lien social, et elle remet de la beauté. Et on voit des plantes qui extraient des métaux dans des sols pollués. Une toute petite plante jaune, par exemple, magnifique, qui s'appelle Alyssum murale. Elle est capable d'extraire 100 kilos de nickel par hectare. Voilà.
même peut-être, je ne sais plus si c'est par hectare, oui, c'est par hectare. Et donc, je me suis rendu compte, en fait, combien la beauté peut être efficace. Parce que ces systèmes-là sont plus efficaces, en tout cas, certains systèmes sont plus efficaces que les systèmes humains. Et comment la douceur peut être puissante. Et comme c'est des économies de collaboration, vous n'installez pas la collaboration avec de la compétition, forcément, donc avec des valeurs guerrières. Vous êtes pragmatiquement obligé d'installer un climat de bienveillance et de respect, en fait, entre les autres. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour, parce que finalement, on installe un système qui est propice à l'expression de l'amour et propice à la contemplation. On a des systèmes numériques, etc., qui accélèrent tellement le temps, qui psychologiquement sont... C'est fabuleux. Ça nous permet des connexions fabuleuses, mais il faut aussi être conscient que ça agit sur la psyché, ça nous stresse, la technologie a fait un effet stressant sur l'être humain. Et les écosystèmes peuvent revenir comme ça dans ces jardins d'infiltration des eaux, d'épuration des eaux, amener le mouvement des graminées, le mouvement des joncs, les couleurs, les parfums, et qui nous redonnent la valeur contemplative dont on a besoin. Et voilà. Donc, si on parle de la place à la culture, à la beauté, à la dimension féminine, on se retrouve avec des valeurs. Enfin, je vous ai entendu parler d'amour, de contemplation, de sens à la vie. Donc, on se retrouve en fait vraiment avec toutes ces valeurs qui se remettent devant. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué dans tout ce que vous avez dit. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer aussi que les femmes, parce que comme on l'a vu, les femmes ont tendance à rester un peu en retrait, jouent un rôle en allant... J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. C'est le besoin de défendre l'urgence de la Terre qui m'a amené à aller... C'est la même chose, hein. J'aurais fait autre chose autrement. À aller m'exprimer, Est-ce qu'on peut imaginer que les femmes, parce qu'elles sont peut-être plus reliées à ça, elles commencent à prendre plus de place à tous les niveaux dans notre société demain? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous constatez ça autour de vous? Eh bien oui. J'ai envie de vous donner un exemple positif, celui que je connais, celui que je pratique, parce que ce problème de difficulté d'expression, j'ai envie de dire, c'est mon travail. C'est mon travail par le chant et le piano. J'accompagne les gens à libérer leur beauté. Donc je vois que des gens qui arrivent, qui soient hommes ou femmes, qui sont souvent coincés, qui sont timides, et qui arrivent en ouvrant la bouche vraiment avec des exercices particuliers, à libérer des flots de voix sublimes. Et en un jour, on donne un concert dans une cathédrale, par exemple à Strasbourg, on l'a fait souvent, et tout à coup, les êtres se rendent compte qu'ils sont pure beauté et qui sont traversés par une force incroyable. Donc ça, c'est une chose, c'est pour ça que ça s'appelle Voix Libre, cette fondation. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est quand même, c'est que c'est un exemple aujourd'hui, un modèle, je trouve, dont je suis très fier de tous les gens, tous les acteurs, les milliers de collaborateurs en Bolivie ou ailleurs et ici, parce que simplement, c'est une fondation qui est dirigée par 85% de femmes, et je vous dis quand il y a des discussions de femmes, ça y va fort, parce qu'elles sont auditrices générales, elles gèrent tous les comptes, elles ont des projets, elles se lèvent à 3h du matin pour amener du matériel à 8 heures de route sur les routes les plus dangereuses pour que tous les enfants aillent à l'école. Donc c'est une formation, on ne devient pas une femme d'affaires et une femme humanitaire ou une femme politique en 2 minutes comme ça. Ça veut dire qu'il y a tout ce travail d'avoir des vraies bases, de se réunir, du passer du je au nous, ensuite d'assumer nos émotions, nos traumatismes, nos blessures, puis de passer dans un cœur qui intelligent, et pas un cœur stupide et timide, mais un cœur qui va vraiment délivrer les vraies actions avec la main droite, avec la main gauche, à droite, devant, derrière et partout, puis ensuite avoir une voix qui se libère pour entrer dans une conscience plus supérieure avec cet esprit d'enfant, cette pureté non corrompue. Donc ça veut dire que dans cette fondation, il n'y a pas de corruption, il y a une transparence totale, il y a 100% de l'argent qui va là-bas, pour dire que la qualité principale des femmes, j'y arrive, c'est de savoir gouverner.
Et c'est vraiment ce que nous toutes à Voix Libre, c'est ce qu'on voit. Parce que cette polyvalence qui part justement de cette douceur, de cette profondeur, de cette sensibilité, c'est basé sur du durable. Si tu meurs demain, la seule chose dont tu te rappelles, c'est les émotions que tu as vécues maintenant. C'est les moments purs de beauté. Si maintenant je dis quel vrai moment de beauté de ta vie, de tendresse, de cœur, tu vas savoir ce que c'est. C'est là-dessus que peut se construire une nouvelle situation avec les hommes ou les femmes. Parce que le résultat de tout ça, c'est qu'on a fait des brigades qui frappent à toutes les portes pour parler des droits humains, puisque 70% des femmes se font tabasser et violer en Bolivie, comme dans tout le tiers-monde. Et aujourd'hui, enfin, les gouvernants les entendent. Les gouvernants font des brigades d'amour d'hommes. Ça veut dire qu'ils choisissent les hommes les plus dangereux de leur circonscription et que c'est eux qui vont parler aux autres hommes. Puisque le grand problème de la violence ici, en France, partout, c'est qu'on ne peut pas toucher les auteurs de violence. Mais la qualité forte des femmes de pouvoir gouverner, pouvoir convaincre et le faire avec gentillesse, je dirais, et avec beauté, bonté, c'est qu'elles peuvent être entendues. C'est les premières à pouvoir être entendues pour transformer cet esprit de guerre du monde. Voilà. Merci Marianne. On voit chez toi, en fait, tout ton modèle, il est basé sur la beauté, sur l'amour. Et le boulot quand même. Hein. Et le boulot, évidemment. Sur la transcendance. Ouais, en fait, on fait tous un mi-temps. Vous savez, le mi-temps, c'est 12 heures par jour. Hein. Mais... moi je le trouve génial parce que ton modèle pour moi il me transporte, mais pour vous où sont les modèles que vous voyez, parce que c'est vrai que c'est aussi ça, c'est de construire le futur sur ces dimensions-là. On le sent tous, on en a tous envie, ça nous procure plus de joie, plus de légèreté, donc ça nous appelle. Et je pense qu'il y a la majorité des femmes sur cette planète, et des hommes aussi d'ailleurs, hein, parce que je crois que ces dimensions-là, elles n'appartiennent pas qu'aux femmes, elles nous appellent fortement. Mais quels sont les modèles sur lesquels vous vous appuyez? Quels sont les modèles qui vous parlent à vous? Peut-être chacune répond un peu rapidement. Puis après, je propose qu'on ait des échanges aussi avec la salle. Oui. Alors, je vais amener une histoire tibétaine parce qu'elle me touche beaucoup. Et c'est en fait l'histoire de Gesar de Ling. J'imagine que beaucoup la connaissent. Mais il y a un petit détail dans cette histoire qui me touche énormément. C'est qu'en fait, à un moment donné, il décide d'utiliser la force, non plus la force de la violence ou du pouvoir, mais la force de l'immobilité. En fait, il s'appuie sur la conscience de la montagne. Et à partir du moment où il devient comme une montagne, plus personne ne peut le faire bouger. Donc en fait, ça permet en même temps d'être fort et de prendre soin. Ça permet en même temps d'être fort et de ne pas être vu comme quelqu'un qui est violent ou qui va être agressif. Il n'y a pas besoin de cette agressivité. Et ça va permettre aussi de pouvoir prendre soin de l'autre sans être vu comme quelqu'un qui est peut-être trop faible ou trop peu éveillé pour vraiment se défendre. Il y a une force dans cette montagne que je trouve extraordinaire. Et je pense que c'est un message aujourd'hui qu'on peut entendre et qui peut nous amener à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que continuer à se battre, ça n'a pas de sens. Mais être faible, c'est pas juste non plus. Il faut vraiment trouver cette conscience au milieu qui est forte. Puis j'aimerais parler d'une autre histoire, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'aimerais parler de mon collier. En fait, ce collier, pour moi, il représente vraiment ce qu'il y a de plus extraordinaire au niveau de la production d'un objet et de sa beauté. Parce qu'en fait, ce collier, il y a un premier acte d'amour, c'est la terre qui va faire pousser un arbre. Je précise juste que c'est un collier du peuple Païter-Surui, donc c'est un collier qui est fait par la tribu d'Almir. Donc, le premier acte d'amour, c'est la terre qui va s'élancer vers le ciel et qui va produire un arbre. De cet arbre, à un certain moment, il y a une graine qui va naître, donc ça va donner une noix. Cette noix, elle va être récoltée par les femmes, justement, du peuple Surui, et elles vont tailler une à une chacune des perles, et puis il y en a beaucoup, elles vont tailler une à une chacune des perles, donc avec amour. Elles vont les monter sur un fil qui est un fil végétal qui vient aussi de la forêt. Ensuite, elles vont lisser tout ça. Et puis,
moi, j'ai la grande chance d'avoir reçu ce collier d'Almire, donc c'est encore une fois un acte d'amour. Et je me sens reliée à la forêt par ça. Et donc tout cet amour, en fait, qui est derrière cet objet, c'est ça pour moi qui fait sa beauté. Et je trouve que c'est quelque chose de complètement différent ou de complètement... ça transcende complètement tous les objets qu'on peut avoir, qui sont peut-être design, qui sont peut-être à la mode, qui ont peut-être été produits par telle ou telle grande marque. Ça va tellement plus loin. En fait, normalement, je ne porte pas de collier. Mais depuis que je l'ai reçu, je ne l'ai plus quitté. Moi, j'aimerais bien relever le fait qu'on est dans une société qui a quand même beaucoup appauvri sa compréhension de l'ornement et de tous ces petits détails qu'on mettait dans notre culture aussi, il n'y a encore pas si longtemps, à nos objets, et qu'on pense bénignes ou sans importance. Et en fait, c'est dans le détail qu'on porte aux choses et à ces petits détails d'agencement et des motifs qu'on va ajouter à un objet ou à un habit ou qui va lui donner une qualité en plus. Et l'ère industrielle et le problème est déjà venu au 19e siècle et William Morris en a très bien parlé, justement que la qualité du produit s'appauvrit en même temps que la qualité du travailleur aussi s'appauvrit. Et que si l'ouvrier a une qualité de vie inférieure, va aussi la qualité du produit. Et de nos jours, même dans le luxe, les gens sont prêts à acheter des objets qui sont mal faits, qui ont perdu leur qualité première parce que les matières premières avec lesquelles ils sont faits sont plus que médiocres, ils sont dégueulasses, donc ils ont perdu toute vibration mais aussi toute connexion avec le vivant, et que je pense que c'est peut-être important à l'heure actuelle de repenser le beau dans notre quotidien, dans le simple fait par exemple de comment on met une table, comment on présente les choses, et que toutes ces agressions visuelles que l'on a, alors certains pendant longtemps ont dit que c'était un combat bourgeois de s'intéresser à la décoration, et qu'en fait je pense pas que c'est légitime et qu'on a tous le droit de se redonner le temps et l'attention de donner de la place aux choses autant sur notre table que dans notre vie, et de mettre un peu plus de conscience justement à faire que notre environnement visuel ne soit moins pollué de choses vides de sens, mais qu'elle soit ornée de choses qui éveillent notre intérêt, notre curiosité justement sur le beau. Et donc le beau, il vient de la nature, parce que c'est de là que... C'est donner l'amour aussi à notre quotidien, à ce qui nous entoure. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne donne plus du tout d'amour à cette matière qui nous entoure. Elle est fonctionnelle, mais... des objets contre... elle ne nous nourrit plus du tout intérieurement. Non. Et ça me fait penser, ça, que l'école des ingénieurs des ponts et chaussées en France, qui est la plus ancienne école d'ingénieurs, je crois jusqu'au XVIIe siècle, était notée autant sur l'esthétique des œuvres que sur l'ingénierie, sur leur caractère technique. Et c'est vrai qu'avec j'ai eu une grande chance, en fait, quand je travaillais pour Yann Arthus Bertrand pendant 5 ans, j'avais vraiment les images des documents de la Terre aujourd'hui, aériennes, qui sont donc des cartographies réelles du monde, et parce qu'on voit les structures, et qui montrent qui incarne notre vision du monde. Dans les pays industrialisés, notamment dans les pays assez neufs comme les États-Unis, tout est absolument... les lignes sont des lignes parfaites, sont des droites parfaites, les cercles sont des cercles parfaits, tout est équidistant. Enfin, je veux dire, c'est tracé par la machine et on ne voit plus d'hommes à l'extérieur. Tout le monde est dans sa machine. On avait énormément de mal à voir des images avec des hommes des pays industrialisés dehors. Et on n'avait pas ce problème-là même dans des pays à des climats tempérés, etc. Mais dans les pays industrialisés, tout le monde est dans sa machine. Et ça donne des paysages extrêmement violents et des images très, très violentes. Et alors que quand on regarde en Europe, par exemple, toujours du ciel, on voit les tracés des rues qui sont
sont complètement différents selon les époques où ça a été construit. Et on s'aperçoit que la lenteur donne un tracé des rues, une intelligence qu'on retrouve dans les bidonvilles aussi, une intelligence de la relation humaine qui s'installe par son tracé, qui est beaucoup plus douce, qui est des courbes, qui est du lien, qui est assez dense, etc. Et dans lesquels, ensuite, quand on vit dans ces lieux, on aime vivre. C'est les lieux les plus chers, c'est les centres. Et où il y a eu la lenteur et qui incarne vraiment le lien social et qui incarne aussi cette beauté. Et pour répondre à ta question sur les femmes et l'écologie, dans l'écologie, la plupart des pionniers sont des pionnières. On a vraiment Rachel Carlson, la première qui monte vraiment, avec son livre Le Printemps silencieux, qui montre vraiment la première, une autre forme de conscience écologique qui est vraiment dans nos chairs, c'est une femme. Celle qui théorise très très bien la symbiose, c'est une femme, Lynn Margulis. Biomimicry et le biomimétisme, c'est une femme, Janine Benyus. La première agence de développement durable en France a été montée par une femme. Si on a du bio dans les banlieues, les supermarchés, c'est parce qu'il y a des femmes qui veulent consommer bio même si elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc les femmes sont extrêmement présentes dans l'écologie. Et il y a une phrase amérindienne que j'aime beaucoup qui dit que les femmes sont la colonne vertébrale en fait de l'humanité et que lorsque tout est perdu, tout semble perdu, qui s'élève, ce sont les femmes. Et c'est en effet ce qu'on voit aujourd'hui, qui se lève, qui initie beaucoup des mouvements de sauvegarde des plus faibles et de la terre, c'est les femmes. Et il y a quelque chose aussi sur le vécu qui revient à ce que disait, j'ai beaucoup aimé l'intervention alors j'ai une mémoire affreuse des noms, donc je suis désolée, Claude Béglé ce matin, qui parlait de la fragilité qui nous réunit. Et moi, dans mon combat, par exemple, donc j'ai trouvé un truc, alors je ne suis pas du tout économiste, je suis ingénieur agronome, et donc ça nécessitait un tas de compétences que je n'ai pas, et finalement c'est cette fragilité-là, ma fragilité, qui a permis une réunion d'un tas de mondes qui collaborent ensemble, et c'est exactement ce que disait Claude Béglé aussi, c'est que finalement la fragilité permet de s'unir, Et je crois que ça c'est très fort de reconnaître non pas la fragilité comme une faiblesse, mais comme une force finalement d'union. Est-ce que Coco, oui, tu veux t'exprimer? Peut-être juste une petite quelque chose qui moi m'avait énormément aidé. Je crois au milieu il y a l'amour et tout ce qui est pas au milieu quelque part, c'est ce que dans la séparation, c'est un petit peu l'ego. On parle de victimes, de bourreaux. Tout est au même niveau et quelque part ce qu'on doit juste trouver c'est ce chemin vers le milieu et en fait dans l'acceptation de l'autre et puis justement de sa beauté et on va de plus en plus venir au milieu et là en fait tout est possible donc ça jaillit et là on rentre dans la joie ensemble et je crois que notre travail à tous c'est vraiment autant d'aimer vraiment la femme en soi de soi, l'homme en face de soi. Ça, c'est notre travail, de l'aimer pour qu'il est vraiment au plus profond de soi. Est-ce que la salle voudrait réagir? Jacques. Marianne, merci beaucoup de me tendre le micro. Non, je pense que ce qui vient d'être dit, c'est super intéressant. Moi, malheureusement, je suis qu'un homme. Et ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui me touche, parce que c'est quelque chose qui me porte. J'ai grandi dans une famille de paysans, et j'avais une grand-mère qui aimait le beau. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai en moi. J'aime le beau. Mais le beau, l'inspiration, elle vient de la nature. Le beau vient de la nature. Et c'est dans la façon d'aborder ces choses, dans le langage, dans l'éducation, dans ce qu'on apprend à nos enfants, où on confond le beau, le luxe, c'est un bordel ambulant extrêmement difficile à cerner pour les générations d'aujourd'hui. Alors qu'effectivement, une belle table,
avec une belle nappe, avec des serviettes pliées, avec des beaux couverts, chacun à sa place, chacun avec son utilité. C'est quelque chose qui est magique, qui est important, mais qui prend du temps. Et on revient à un problème de temps. Aujourd'hui, on est dans l'instant. Les gens ne prennent plus le temps de vivre, ne prennent plus le temps de manger, ne prennent plus le temps de voir les choses belles. Et je pense que c'est quelque chose d'éducationnel. C'est-à-dire que oui, on a besoin, nous, que les femmes nous redonnent ce plaisir, ce désir, où on repartage, où on peut participer, mais c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Parce que quand les femmes se désengagent aussi de cette partie, de cette beauté, prise par le temps, prise par le besoin de s'affirmer, prise par cette dualité, ce combat entre l'homme et la femme qui est complètement stupide et stérile, parce qu'on est tous une partie d'homme et une partie de femme, faut-il encore l'accepter? Et puis chacun son rôle. Un homme doit être un homme pour qu'une femme puisse être une femme, et une femme doit être une femme pour qu'un homme soit un homme. Donc je pense que c'est retrouver des bases fondamentales et une inspiration qu'on a dans la nature, et qu'on doit remettre peut-être au sein de nos écoles, pour que les enfants puissent regrandir avec cette notion du beau dans son ensemble, dans les gestes, dans les objets, dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend, dans ce que l'on dit. Et c'est un travail titanesque, parce que en très peu de temps, on a tout détruit. Mais c'est peut-être pour mieux reconstruire. Mais c'est bien d'avoir ces prises de conscience, c'est bien d'intellectualiser, c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Ouais, justement, j'aimerais rebondir. Comment on pourrait encourager ça j'aimerais bien poser la question à la salle, en fait, et qu'on ait des interactions. Comment on pourrait soutenir ça au niveau de la société? Parce que là, on en parle... Et là, on est dans un débat, enfin dans un G21, il s'occupe vraiment de la transition de notre civilisation. Et l'idée, c'est pas de rester ici à dire c'est très très bien, mais comment on pourrait, quelles sont vos idées pour soutenir ça plus fortement à large échelle? Commencer par soi-même. Ouais. Vas-y, Jacques. Voilà, je suis Jacques Rosset, architecte. Je suis intervenu ce matin au lab sur Smart Village et l'habitat vivant. Et puis, je suis assez saisi devant ce qui a été dit ici par ce que je pourrais appeler mes consoeurs, notamment Brunhilde, Julie et Isabelle, où tous trois, vous avez parlé de choses extrêmement pertinentes qui relèvent de l'architecture et de la construction durable. Pourtant, vous êtes des femmes qui n'êtes pas spécialisées dans ce domaine. Julie, tu as parlé de... Je me permets de te tutoyer. Tu as parlé de l'ogive. C'est quelque chose de très profond qui a disparu des formes de notre monde moderne. C'est extrêmement pertinent. Brunhilde a parlé de la valeur de l'ornement. L'architecture aujourd'hui est devenue de la construction, où règne l'esprit masculin de façon extrêmement puissante. Et Isabelle a parlé d'urbanisme au travers d'une vision féminine non spécialisée. Vous trois, vous devriez participer, c'est une sollicitation question, croyez-vous pas que vous devriez participer, être présente à un débat de spécialistes sur le domaine de l'architecture durable, l'architecture vivante? Oui, parce que cette ligne directrice est tellement précieuse dans les changements actuels qu'elle est pertinente à être présente. En sachant que, par exemple, je me permets encore de prendre une demi-minute, c'est que le domaine, par exemple, de l'agriculture biologique a fait son chemin, de la finance durable fait son chemin, de multiples aspects de la société font leur chemin dans le développement durable et l'écologie, mais mon constat d'architecte, c'est que dans le domaine de l'architecture, il n'y a pas eu de véritable débat qui s'est instauré sur la place publique ou dans des lieux comme ici. Nous commençons à le faire. Et à mon avis, ce qu'il manque dans les débats de spécialistes, c'est absolument votre présence avec la pertinence de votre vision. Voilà. C'est une question aussi, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'on n'a plus que... On n'a plus qu'une minute. Je propose de donner le mot de la fin à Julie.
J'ai vu qu'elle avait très envie. J'ai très envie. En fait, j'aimerais lancer un concours parce que depuis hier, j'ai un grand problème avec le mot durabilité. Alors, on n'arrête pas de parler de durabilité. Et pour moi, ce que j'entends, c'est l'habilité à être dur. Et je pense qu'avec ça, on ne va jamais s'en sortir. Vous avez bien compris, un dur habilité. J'aimerais bien lancer un concours. On peut voir ça avec Nice Future. Ils vont trouver un moyen d'organiser ça pour trouver un autre mot parce que vraiment, ce mot-là, ça ne va pas fonctionner. Bon, c'est pas rien, je parle comme ça. Ah bah toi, tu peux encore. J'ai vu ça. Je vous propose 2017. Architecture durable et vivante, avec, entre autres, Brunhilde, Julie et Isabelle. On doit partir. Merci 1000 fois à toutes les 5.